Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur cette émission de la pensée de l'écrivain. Je reçois ce soir M. Tapé Bouguera, écrivain qui est à son deuxième ouvrage. Vous savez, il est passé dans cette émission avec le bouquin dénommé L'Africain ennemi des Africains. Comme vous pouvez le voir, c'est son premier ouvrage. Mais aujourd'hui, nous allons parler du deuxième ouvrage. Et De Gaulle trahit l'Afrique. Monsieur Tapé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Guy Ekwala. Ce livre s'appuie également sur des éléments factuels et des informations véritables et vérifiables par tous. Monsieur Tapé, vous dites dans votre livre, en dehors de la Gestapo, les Français étaient également sur le terrain pour combattre Charles de Gaulle. Est-ce que c'est en ce moment-là que les Français trahissent de Gaulle? Merci, monsieur Guy Ekwala. Je salue les auditeurs et auditrices de Belgo Cam. Et merci pour l'invitation. Comme vous l'avez dit précédemment, effectivement, je suis à mon deuxième ouvrage qui est De Gaulle trahit et De Gaulle trahit l'Afrique. Parce que le premier, ce sont ces Africains ennemis des Africains, qui était le premier ouvrage. Et maintenant, je vais répondre à la question relative à la trahison de De Gaulle. Je souhaiterais, je ne vais pas répondre sur toutes les questions, je ne vais pas les poudre en profondeur, parce que je souhaite que vous achetez le livre pour deux raisons. La première, que vous-même, vous fassiez votre opinion, première. Deuxièmement, aussi, ce serait une manière pour vous de me soutenir pour que, dorénavant, je puisse, comment on appelle, continuer un peu à produire. Bien. Donc, au niveau de la trahison, je vais vous montrer ici, vous avez, qu'est-ce que vous lisez, M. Guy Ekwala? Journal officiel de la République française, loi et décret. Oui, mais quelle est la date? La date est date 1940. Bien. Donc, je vais vous donner, et vous allez lire la partie qui est en orange. Quelle a été la loi qui a été prise à partir de là? Article 1. Tout Français qui a quitté le territoire français métropolitain entre le 10 mai et le 30 juin 1940 pour se rendre à l'étranger sans ordre de mission régulière émanant de l'autorité compétente et ou sans motif légitime sera regardé comme ayant entendu se soustraire aux charges et aux devoirs qui incombent aux membres de la communauté nationale et par suite avoir renoncé à la nationalité française. Il sera en conséquence déchu de cette nationalité par décret rendu sur le rapport du garde des Sceaux, ministre secrétaire d'État de la Justice. Cette mesure prendra effet à partir des jours fixés par le décret et pourra être étendue à la femme et aux enfants qui ont suivi l'intéressé. Merci. Mais pourquoi je fais lire? Donc, c'est un décret que tout le monde peut avoir. C'est le décret du mercredi 24 juillet 1940. Il suffit simplement d'aller sur Gallica, vous tapez, ou bien vous tapez sur Google, vous allez la voir. Hein, je reprends. C'est le décret du 24 juillet, mercredi 24 juillet 1944, dans c'est le journal officiel. Et vous avez donc ce document-là, c'est un document français qui date de 1940, pardon, autant pour moi. Donc, vous avez vu, le général de Gaulle, la France a été défaite entre le 10 et le 13 juin. Le 22, ils ont signé l'armistice. Donc, le 17, le général de Gaulle a quitté la France. Il s'est retrouvé le 17, le même jour, parce qu'il était venu, son avion était, enfin, son bateau n'a pas été, puisque ce n'était pas un avion, c'était son bateau, puisque entre la France et l'Angleterre, j'ai même fait ce trajet il y a quelque temps. Donc, il est parti et il est retourné où il est arrivé. Je voudrais ici, ce n'est pas pour engager une polémique quelconque, dire que je doute fort, puisque dans le livre, j'ai des éléments qui montrent qu'on n'a jusque-là pas retrouvé le fameux discours, ça n'existe pas, du 18 juin, enfin on n'a pas retrouvé. Bon. Donc, et je doute fort aussi que le 18 juin, le général de Gaulle ait pu prononcer un mot. Pourquoi? Parce que sa femme et ses enfants l'ont rejoint le 19. Donc, avec ce que nous venons de lire,
qui fait que le général de Gaulle, donc, il fallait qu'il s'assure que sa femme et son enfant puissent être là avant qu'il n'engage un quelconque combat. Donc moi, je pense que c'est le 22 qu'il a fait son discours, mais on parle plus du 18 juin, qui n'est jamais retrouvable, qu'on ne trouve nulle part, puisque c'est mentionné là. Donc, vous voyez que de Gaulle a été déchu de sa nationalité française le mercredi, enfin à partir de ce décret-là, qui date du mercredi 24 juillet 1940. Donc, ce qui veut dire que si, par malheur, ce n'était pas le camp de Gaulle qui avait gagné et que c'était Hitler, de Gaulle ne serait plus jamais devenu français. Donc voilà, est-ce que je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus fort que ça. Aujourd'hui, on parle de Gaulle, on ne mentionne pas, je ne sais pas combien de personnes savent que de Gaulle, on lui a arraché sa nationalité. Mais ce n'est pas tout, hein. Il a été condamné par contumace à 4 ans, ensuite à perpétuité. Ça veut dire qu'il suffisait simplement qu'un citoyen, n'importe lequel, puisse l'attraper et le mettre aux autorités là, et puis il allait être exécuté. Il y a tellement d'éléments, et je pense, comme je dis, je ne vais pas entrer dans trop de détails, je demande aux uns aux autres de le lire, mais pour comprendre encore d'autres éléments. Et mais effectivement, il y a cet élément-là. Dont la profondeur de sa trahison se trouve dans le livre. En 1942, le Royaume-Uni avait mis en place l'AMAR, donc Middle East Relief and Refugees Administration, un dispositif qui permit à 40 000 Européens de s'établir dans les camps de réfugiés en Syrie, Égypte, Palestine. L'Afrique restait cette terre à partir de laquelle l'espoir de venir à bout des nazis était possible. Quelle est la pensée littéraire que vous exprimez dans ce passage? C'était en Afrique que nous, Français, devions poursuivre la lutte. En outre, c'est également en Afrique que la France et d'autres pays européens ont pu dissimuler l'or. Est-ce que cela résume ce que fut l'Afrique pour l'Europe? Bien évidemment, l'Afrique a été beaucoup pour l'Europe. Je dis bien l'Europe parce que malheureusement, j'ai oublié, je suis dans la voiture, mais sinon, je vous aurais remontré les mémoires, quelques mémoires, souvent je me promène avec, il y en a au nombre, je crois, de 6 ou 7, mais celui qui nous intéresse le plus, c'est le premier, l'appel, écrit par de Gaulle, et dans ce mémoire, de Gaulle, effectivement, montre que l'Europe ayant été vaincue par Hitler, la seule possibilité qui restait, c'était l'Empire, mais qui devait partir à partir de l'Afrique. Et c'est ce qu'il va se passer. Et en outre, comme vous le dites aussi, c'est que l'or, puisque vous savez que la monnaie, en fait, l'équivalent, la monnaie, enfin, ce qu'on appelle la monnaie, repose sur une valeur, c'est la valeur or. Et donc, même si bien, depuis 1972-72, les États-Unis ont décidé de désappareiller l'or de leur billet, mais toujours est-il que c'est l'élément qui reste prépondérant dans la question de la monnaie. Et donc, de ce fait, Hitler, puisque en Europe, pour faire les guerres, c'était de l'or, donc Hitler voulait s'emparer de l'or de ces différents pays, puisque la France a déjà conquis, je vous ai dit, à partir du 10 juin, il y avait seulement quelques résistances qui vont finalement se taire le 13, mais Hitler donc voulait s'emparer. Heureusement pour eux, c'était en Afrique qu'ils avaient gardé leur or. Et ce n'est pas le seul pays. Il y avait la Belgique, il y avait la Pologne, il y avait la Suède. Donc c'est ce qui a fait que Hitler n'a pas pu mettre la main sur cet or-là. Mais je vous recommande encore une fois de regarder dans le bouquin pour voir un peu ce qu'il y en est. Donc voilà un peu cet aspect-là que je mets en avant. Revenons sur ce passage au sujet de la destination que je donnerais en cas de réussite à un stock d'or très important qui se trouvait à Bamako. La question est de savoir d'où proviennent ces gisements d'or. Bon, vous savez que nous sommes dans une période dite coloniale, c'est-à-dire que c'est une période d'occupation. Et pendant cette période d'occupation, bien évidemment, il y avait ce qu'on appelle le compte de l'indigénat, ça veut dire que nous étions dans un système de racisme à visage découvert, puisque ça faisait partie de la norme. C'était normal qu'il y ait des sujets, enfin des gens qui ne sont pas des citoyens d'une zone, quand bien même ils sont dans leur pays. Vous savez que pendant cette période, si vous avez encore des parents qui vivent, ils vous expliqueraient, parce que généralement les gens s'extasent en disant oui, au temps de la colonisation, quand vous rencontrez des Européens,
oui, au temps de la colonie, il y avait ça, mais ils racontent des histoires. Parce que les Africains, dans leur propre pays, sur le territoire de leurs ancêtres, ne pouvaient pas aller dans tous les lieux du monde. Ils ne pouvaient pas aller, enfin, dans tous les lieux de ce pays-là. Hein. Donc, vous avez ce qu'on appelle le laisser-passer. Pour ceux qui veulent avoir l'idée, aujourd'hui, quand vous voyez un peu ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle les townships, en Afrique du Sud, c'était ça. C'est-à-dire, vous avez, ou bien ce qui se passe actuellement à Gaza. Hein. Donc, vous avez un espace qui est clôturé, où vivent les indigènes. En fait, je ne prends pas le mot indigène au sens péjoratif, parce que le mot indigène, par essence, ce sont les natifs. C'est ce que ça signifie. Donc, ces populations, on va les entasser, comme on a les Euro-Américains, enfin, les Européens qui vivent aussi le continent américain, qu'on appelle les Américains, les Euro-Américains, on fait avec les Indiens. Donc, on va entasser les populations dans des zones. Et dans ces zones-là, vous devez sortir, pour avoir des sorties, pour faire quoi que ce soit, puisqu'il n'y a rien là-bas qui permette de pouvoir ses besoins. Il n'y a pas d'activité, je vais dire, commerciale. Il n'y a rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est dans les zones où se trouvent les Européens, qui occupent les pays, où on va créer des emplois et autres, etc. Donc, pour aller là, vous devez bénéficier d'un laissez-passer. Et d'ailleurs, si vous avez un laissez-passer à partir de 18 ans, vous devez quitter le quartier des Européens. Sinon, si on vous prend, on vous met puisque vous aurez commis une infraction qui est vagabondage et vous avez droit à la prison. Donc, ça dépend des policiers qui vous prennent. S'ils sont gentils, vous les laissez passer. Ils peuvent même vous laisser retourner après que vous ayez chicoté, ou bien des fois, ils vous sermonnent. Ou quand ils sont gentils, sinon s'ils ne sont pas gentils, ils vous foutent tantôt et puis ils ne vous libèrent même pas. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir un maître, comme on le disait, blanc, il peut venir intervenir pour dire non, de le laisser et puis vous allez rentrer chez vous. Donc vous voyez que dans ce contexte-là, rien ne nous appartenait. Nous-mêmes, nous étions des sujets, nous leur appartenons. Donc tout ce qu'ils prenaient, c'était à eux, comme ils le voyaient. Donc bien évidemment, vous convenez que quand nous prenons l'Europe, à part la Russie, et puis un tout petit peu en Hongrie, il n'y a pas d'or ici. Donc je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. C'était l'or des pays africains qui ont été volés, exploités, et dont les Africains ont été expropriés. Dans votre livre, vous citez M. Maginot, qui nous indique ce que l'Afrique apporta à la France libre du général de Gaulle. Un extrait de son discours prononcé à la conférence de Brazzaville, tenue du 30 janvier au 8 février 1944. Nos colonnes, depuis le début des hostilités, ont puissamment aidé la métropole. Le président Félix Houphouët-Boigny a déboursé jusqu'à 100 000 francs, soit plus que le salaire annuel des administrateurs de la colonie. Pourquoi les grosses fortunes africaines ont contribué à cette souscription volontaire, comme il est indiqué dans votre ouvrage? Mais voilà en fait un élément qui montre effectivement que l'apport de l'Afrique n'a pas été seulement les soldats. C'est-à-dire tout est parti de l'Afrique. Nous avons eu des contributions des hommes, c'est-à-dire de sang, puisque les gens sont allés se battre. Et nous avons aussi, comme vous venez de citer le cas du président Félix Houphouët-Boigny, des gens ont fait. Il y a eu aussi ce qu'on appelle le rationnement. En fait, c'était un système où il fallait produire pour que les gens de la métropole puissent se nourrir. Et donc, les Africains, surtout les pays qui ont été occupés par la France, qu'on appelle de manière vulgaire francophone, étaient entre le marteau et l'enclume. Parce que vous avez deux gouvernements, le gouvernement de Vichy, dirigé par Pétain, et le gouvernement dit de France libre, qui était dirigé par De Gaulle. Mais voilà en fait un élément qui montre effectivement que l'apport de l'Afrique n'a pas été seulement les soldats. C'est-à-dire tout est parti de l'Afrique. Nous avons eu des contributions des hommes, c'est-à-dire de sang, puisque les gens sont allés se battre. Et nous avons aussi, comme vous venez de citer le cas du président Félix Houphouët-Boigny, des gens ont fait. Il y a eu aussi ce qu'on appelle le rationnement. En fait, c'était un système où il fallait produire pour que les gens de la métropole puissent se nourrir. Et donc, les Africains, surtout les pays qui ont été occupés par la France, qu'on appelle de manière vulgaire francophone, étaient entre le marteau et l'enclume. Parce que vous avez deux gouvernements, le gouvernement de Vichy, dirigé par Pétain, et le gouvernement dit de France libre, qui était dirigé par De Gaulle. Donc, chacun d'eux voulait que les Africains puissent produire
pour pouvoir nourrir les populations. Pour Vichy, c'était d'envoyer toute cette nourriture que nous produisions en France pour que les gens puissent manger, puisque c'était difficile. Pour De Gaulle, qui n'avait pas des hommes, je pense qu'on y arrivera, pour lui, c'était ces quelques individus qui étaient là qu'il fallait aider. Vous voyez que, véritablement, donc, on continuait ce qu'on appelle les contributions. Donc, les contributions se sont élevées davantage. On a plus poussé les Africains à aller au bout de leur force pour pouvoir produire davantage. Non pas pour eux, parce qu'on s'en foutait qu'ils peuvent mourir. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment faire pour qu'ils produisent. C'est comme un peu quand vous prenez quelqu'un qui traite une vache jusqu'à ce qu'il s'en suive la mort. C'était ça qui s'est passé un peu avec les Africains mondiaux. Donc, voilà un peu comment ça s'est fait. Et donc, de ce fait, De Gaulle va alors, comme je l'ai dit, impliquer les Africains de force, de gré ou de force, dans la guerre. Puisque ce n'est pas notre guerre. C'est une guerre entre Européens. Pourquoi je le dis? Parce que c'est très important. Excusez-moi. Parce que, aujourd'hui, pour faire le parallèle, aujourd'hui, vous avez l'opération de l'Ukraine, de la Russie en Ukraine. Dans cette opération de la Russie en Ukraine, nous voyons que, avec les déclarations tapageuses et insensées de M. Macron, on peut arriver, sans nul doute, à une guerre terrible, dévastatrice, puisque aujourd'hui, on ne parle plus des bombes atomiques, on parle des bombes nucléaires. C'est dangereux. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque une bombe nucléaire explose, vous avez au moins près de 100 ans. Pendant ce temps, vous avez ce qu'on appelle un nuage nucléaire. Le nuage nucléaire, ça veut dire que vous aurez, par exemple, si on prend les pays européens, vous aurez, par exemple, peut-être près de 100 ans, vous aurez seulement l'hiver. Et toutes les personnes qui ont eu le malheur de ne pas mourir sur le champ et qui ont été irradiées par une bombe nucléaire, vous allez voir la peau qui coule, comme l'eau qui va couler. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas du jeu dans cette histoire-là, parce que ce qu'ils ont produit, les Occidentaux, les Européens du moins, Européens, Occidentaux, etc., c'est vraiment des choses à éliminer une très, très grande partie de l'humanité. C'est d'ailleurs pour ça que nous conseillons aux Africains de ne pas se mettre dans cette histoire-là. Bref, donc je fais cette parenthèse. Parce que, généralement, on n'indique pas les éléments, parce que vous avez parlé des éléments factuels, on n'indique pas ce qui s'est passé. En réalité, lorsque la Pologne a été envahie, pour des raisons historiques, par Hitler, mon objectif, ce n'est pas de porter un jugement de valeur, c'est de se dire si c'est bon ou c'est pas bon, mais il a été envahi par l'armée nazie. La France et l'Angleterre ont indiqué, donc nous étions en 1938, on dit alors à l'Allemagne de quitter immédiatement le territoire polonais, sinon eux, ils allaient engager la guerre contre eux. Tout le monde a dit, mais ce que la France dit, c'est normal. Et l'Angleterre, oui. Mais sauf que, en 1935, lorsque l'Éthiopie, membre de la SDN, la Société des Nations, a été envahie par l'Éthiopie, or, il y avait dans la charte de la SDN, il était mentionné que si un pays de la SDN était attaqué, les autres pays devaient montrer une certaine solidarité. Bizarrement, en 1935, la France et l'Angleterre n'ont pas bougé. Ce qu'ils ont accordé, ce qu'ils ont permis, ce que l'Angleterre a permis, c'est plutôt à Haïlé Sélassié puisse s'exiler en Angleterre. Vous voyez? Alors qu'en 1938, lorsque l'Allemagne le fait, subitement, je ne sais pas si c'est parce que les données ont changé ou bien c'est parce que c'est les Européens que les autres, c'est les Africains, ils ont donc donné un ultimatum pour dire que le dimanche 3 septembre 1939, si l'Allemagne ne retirait pas ses troupes de la Pologne, c'était la guerre qu'ils allaient déclarer. Et à 2 reprises, Hitler a tenté de négocier. Ça aussi, c'est un des éléments factuels. Les Français ont dit que Hitler avait peur qu'eux, ils maintiennent leur ultimatum comme les Anglais. Et puis, le dimanche 3 septembre, comme l'Allemagne nazie n'avait pas retiré ses troupes, ce sont les troupes françaises qui sont entrées les premières, j'en parle dans mon livre, en Allemagne. Elles ont continué jusqu'à ce qu'elles soient bloquées dans la région de l'Alsace-Lorraine. Elles ont été bloquées. Et c'est donc l'élément retour qui a provoqué ce que vous savez. Donc, à partir de là, les Allemands ont commencé à les dégager de leur territoire jusqu'à ce qu'ils arrivent à Paris
Pour qui est-ce qu'on s'appelle cette armistice du 22 juillet? Mais la conférence de Brazzaville de 1944 n'avait pas pour but de mettre fin à ce système d'exploitation. Le colonialisme et libérer l'Afrique du yon colonial. Quelles sont les raisons qui ont poussé le général de Gaulle à réunir cette conférence? Les raisons, je vous l'ai dit, il y a que de Gaulle était un homme isolé. Parce que vous imaginez, lorsque sort au journal officiel du mercredi 24 juillet 1940, le décret qui dit que tout Français qui sort sans l'aval des autorités françaises, c'est-à-dire le régime de Vichy, sera déchu de sa nationalité, vous convenez avec moi que très peu de personnes ont envie de perdre la nationalité française. Donc très peu de personnes vont aller vers de Gaulle. S'approcher de lui, ça veut dire de facto qu'on peut même vous arracher votre nationalité. On vous pouvez mettre condamné à mort, ainsi de suite. Et comme de Gaulle avait déjà pris la précaution, lui, de prendre sa femme et ses enfants, mais vous, si vous le faites, vous pouvez avoir la possibilité de voir votre famille se faire bastonner. C'est la même chose avec celui qu'on appelle le général Oclot, mais qui en réalité, son nom de général Leclerc, son nom de famille, c'est Philippe Ocloc, un truc comme ça, c'est son nom. Vous voyez? Donc, pour dire que dans cette situation, donc la fameuse conférence de Brazzaville était un moyen pour lui, et vous avez le président Laurent Gbagbo qui a fait un livre extraordinaire là-dessus, sur lequel je me suis appuyé, donc n'avait pas pour but de libérer l'Afrique, bien au contraire, c'était une manière d'attirer les gens, puisque vous allez voir que le seul nègre qui était présent, oui, le seul nègre, c'était Félix Eboué, qui était gouverneur de Lubangui-Chari, c'est-à-dire le Tchad de la Centrafrique à l'époque. Donc c'est le seul noir qui était présent. On n'a pas voulu qu'un seul Africain y soit, quand bien même il a tenté. Donc vous voyez que ce sont les Blancs qui étaient là-bas pour décider de ce qui allait se passer. Les hommes proches de De Gaulle, mais qui avaient une autre vue, c'était de libérer la France, c'est pas de libérer l'Afrique. Dans votre ouvrage, vous parlez de 6 trahisons que nous allons aborder tour à tour, dont la première est le blanchiment des armées à Strasbourg et à Paris. Vous dites, on retira tout simplement les soldats noirs africains des troupes. Il s'agit de ne point voir de soldats africains noirs dans les troupes devant pénétrer dans la ville de Strasbourg. C'était le premier blanchiment. Quelle est la pensée littéraire, historique que vous voulez exprimer? Bien. Vous avez tout à l'heure parlé de la première victoire sur laquelle je ne me suis pas attardé, parce que je pense que les gens vont lire, ils vont l'acheter, donc je vous demande de me soutenir. C'est la victoire de Koufra. Donc en fait, puisque l'Éthiopie était occupée par l'Italie, comme je vous ai dit depuis 1935, et donc il était question de manière stratégique, les Italiens étant les alliés des Allemands, et donc à partir de là, il était question de se voir en Afrique, parce que pour qu'on puisse remonter, il fallait passer par cette zone-là. Donc ça faisait du bien. Mais celui qu'on va appeler le général Leclerc, comme je dis, qui n'est pas un militant en tant que tel, etc. Donc celui-là, il va former des troupes qui seront composées à près de 80% des Africains noirs, avec des Marocains et autres, tout ça, etc. Et ces troupes-là, ce sont elles qui vont aller se battre dans le désert à Koufra pour obtenir la première victoire, qui est la victoire qui va avoir lieu le 1er mars 1941. Donc le 1er mars 1941, ça sera la première victoire que les Français vont obtenir, la France libre va obtenir. Et donc le 2, il va avoir ce qu'on appelle le serment de Koufra, qui dit que à partir de cette victoire, Leclerc demande aux soldats qui étaient là, notamment les Africains, de dire qu'ils jurent qu'ils vont plus s'arrêter là, ils vont aller jusqu'à libérer Paris et Strasbourg. Donc c'est ça qu'on appelle le calmas qu'ils vont le faire. Mais quand ils vont arriver à Strasbourg et que la ville sera prise, au moment où il faut défiler dans la ville, on va préférer mettre des Blancs, pour ne pas qu'on les voit. La même chose va se passer aussi à Paris. Donc tout ça, je développe ça dans le livre. Le 1er décembre 1944, l'événement qui se déroule à Thiaroye, des crimes de masse contemporains qui ont eu lieu en Europe, et en premier lieu le génocide juif. La deuxième trahison, le massacre de Thiaroye, un crime contre l'humanité. De quoi parlez-vous? En fait,
La première fois que j'ai entendu parler des massacres de Tiaroa, c'était avec l'acteur sénégalais Sambène Ousmane dans les années 80. Avant ça, je n'avais jamais entendu parler parce qu'il était interdit d'en parler. Et chaque fois, le 1er décembre 1940, depuis le 1er décembre 1944, depuis un moment, chaque 1er décembre, on en parle, mais je pense qu'on n'en parle pas trop, alors que c'était un crime qui s'est passé. Je ne vais pas aller trop loin, mais je souhaite que les gens lisent. Ce n'est pas pour dire que je n'ai pas envie d'expliquer, mais en réalité, ce qui s'est passé, vous imaginez qu'on a tiré 508 balles à bout portant sur des gens et on nous parle de 34 morts. Ce n'est pas possible. 508 balles. Même à supposer un instant que chacun ait reçu 2 balles, vous convenez que nous, donc ça fait au moins 200, comment on appelle, 224 personnes qui sont décédées. Mais on nous parle de 34 morts. Mais le drame en plus dans cette histoire, c'est que ceux qui ont revendiqué, il s'agissait simplement de la revendication, parce qu'on a dit aux soldats qu'il faut, à la fin, il y avait une note de service, que si vous combattez, à la fin, vous aurez un certain nombre de soldes. En France, quand c'est fini, les soldats français ont eu, les de souche ont eu leur solde. Pour les Africains, on leur a dit de rentrer en Afrique avant d'avoir. Et c'est comme ça, on les prend de Marseille, on les dépose au Sénégal. Et lorsqu'ils revendiquent, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un plan génial de massacre qui est là. Et ce qui est assez dramatique, comme je dis, malheureusement, je ne suis pas venu avec comment on appelle, les mémoires de De Gaulle, de quoi le 3e, 4e bouquin, qui part parce que le premier part de 1940 à 1942, de 42 à 44 et de 44 à 46, voilà, je crois que celui-là, dans celui-là où il parle du salut, nullement le général de Gaulle ne mentionne le cas de ce qui s'est passé à Tiaroa. De 44 à 46, si de Gaulle n'en parle pas une seule fois, ça veut dire que c'est une trahison à l'endroit de ces personnes-là qui sont allées s'engager, dont la plupart n'étaient peut-être même pas des militaires, mais qui sont engagés pour libérer un territoire qui n'est pas le leur. Et finalement, au lieu de leur donner leur salaire, on ne leur donne pas leur salaire, on en tue d'autres. Les autres sont passés au jugement, parce que c'est ça aussi, et puis ils n'ont jamais rien reçu. Donc, ça ne peut qu'une vous évoquez aussi la 3e trahison. Privé, je cite, système de pouvoir en conflit, on exerce une forme de souveraineté sur la monnaie durant la 2e guerre mondiale. Chacun voulait transformer la monnaie dans le sens de sa conception de la France ou de ses intérêts économico-politiques. 3e trahison, le général de Gaulle impose une monnaie nazie aux Africains. Quelle est la pensée que vous voulez exprimer? Nous pouvons également poser la question de savoir pourquoi imposer une monnaie nazie quand on sait que les nazis sont combattus par le général de Gaulle. Bon, toute modestie mise à part, je pense il y a eu la première fois que j'ai entendu parler de cette situation, c'est avec le professeur Puemi, Joseph Tchang Puemi, qui a écrit un merveilleux livre en 1984, qui est comment on appelle, l'oppression monétaire. Et en 1999, il y a eu le livre du professeur Nicolas Agboui, qui a aussi parlé du franc CFA et l'euro contre l'Afrique, dans lequel il parle. Et moi-même, dans mon premier ouvrage, je l'ai évoqué la question du franc CFA. Et ici, j'ai apporté d'autres éléments, en fait, pour voir quel est l'élément comparatif. Parce que quand on dit que c'est une monnaie nazie, c'est quoi exactement? Donc ici, j'en ai parlé en voyant comment est-ce que les nazis, lorsqu'ils ont vaincu un pays, ça c'est différent. Les nazis, lorsqu'ils vainquent un pays, ils leur imposent une monnaie, comme un peu à l'image du franc CFA. Alors que nous, on n'a pas été vaincus, on a été à leur côté pour les aider à se libérer. Et ce que les nazis ont fait aux Français, aux Polonais et autres, c'est cette même manière que De Gaulle s'est comporté vis-à-vis de nous. Voilà, ça ne peut qu'être une trahison. Vous continuez en disant, contrairement à ce qui est étudié dans les écoles, le général de Gaulle n'est pas cet homme qui octroie de manière généreuse l'indépendance aux pays africains. La 4e trahison, le général de Gaulle était contre l'indépendance des pays africains. Oui, mais
Monsieur Guy Ekwala, vous êtes Camerounais, enfin, vous faites partie de ce qu'on pourrait appeler Camerounais, mais moi j'aime souvent parler de l'enclo-colonial, mais on va prendre le thème générique pour dire que vous faites partie du Cameroun. Et vous savez, je ne vous apprends rien, vous avez entendu, ou bien peut-être mais vous avez fait partie, ou bien vous avez bercé l'UPC, Union des populations du peuple camerounais. Ce parti est né le 10 avril 1948. C'est vrai, M. Hume Nobé n'était pas présent parce que Hume Nobé, à l'époque, était secrétaire général des travailleurs du Cameroun et il était au congrès de Bamako en 1944 lorsque ça se passait. Mais dès qu'il vient, après, il sera secrétaire général. Mais quel est le tort? Parce qu'aujourd'hui, on parle de Patrice Emery Lumumba. C'est vrai, Patrice Emery Lumumba, on ne peut jamais trouver son corps. Même sa soi-disant dent dont la Belgique aurait renvoyé, je doute fort. Il faut véritablement un test d'ADN pour être sûr. Donc ce sont des personnes, on ne peut garder que leur image. La même chose, c'est le parallèle qu'il faut établir avec Hume Nobé. Ce que les gens ne savent peut-être pas, et je vous fais cette parenthèse pour que les gens lisent davantage, Hume Nobé, après qu'il ait été assassiné, on l'a traîné, son corps mort, de village en village, pour traumatiser les populations, et après son corps a été emmuré. C'est-à-dire qu'on a mis du béton et on a mis, en fait. Donc je ne sais pas si des Camerounais peuvent savoir où se trouve le mur dans lequel on a mis le corps de Hume Nobé. Vous vous imaginez. Quel est le tort que Hume Nobé a fait? Simplement, il voulait l'égalité. Et donc, voilà comment l'UPC a été combattu. Là, ce n'est pas le seul cas. Vous avez le cas de l'Algérie, vous avez le cas de d'autres éléments comme la Guinée, hein, donc que je cite, etc. Voilà les différents éléments. Le cas de la Guinée est symptomatique. Dans mon premier livre, j'en ai parlé. Mais là encore, vous avez d'autres éléments que je développe pour que vous compreniez comment on a créé ce traumatisme vis-à-vis la paranoïa à Sékou Touré, à tel enseigne qu'à un moment donné, il ne faisait plus confiance aux uns aux autres qui sont là. Vous imaginez le danger. On a même déversé, comme ils ont voulu créer leur monnaie, on a déversé de la monnaie créée par Foucault, un voyou d'ailleurs, j'en parle, donc pour déstabiliser ce pays. Donc c'est pour vous dire à quel point que lorsque vous demandez l'indépendance, comme ça a été le cas de la Guinée, quand simplement le 28 septembre 1958, lorsque la Guinée a dit non à cette aventure et qu'ils voulaient prendre l'indépendance maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français ont pris tout ce qu'ils devaient prendre, ce qu'ils ne pouvaient pas prendre, ils ont brûlé. Vous vous imaginez, si c'est comme, excusez-moi, vous êtes avec votre copine et que lors de vos séparations, tout ce que vous avez acheté, vous reprenez, ça veut dire qu'effectivement, vous n'êtes pas content, il y a un comportement qui ne va pas. C'est ce qui s'est passé à la France. Et véritablement, donc, vous conviendrez que dans cette situation, on ne peut pas dire que ce qui s'est passé a plu à De Gaulle, puisque c'est devant lui que Sékou Touré a dit, comme on dit, la vérité du peuple guinéen. Et il est parti n'étant pas content, et la suite, on la connaît. Les détails sont poursuivants à la suite, mais le chapitre suivant, vous écrivez « Nous avons déjà démontré à plusieurs reprises que pour le général de Gaulle, les principes ne sont pas immuables. » Cinquième trahison, le général de Gaulle installe des bases militaires en Afrique contre la volonté des Africains. Combien de bases y a-t-il en Afrique? Aujourd'hui, je pense qu'on... Bon, en réalité, le vrai problème qui se passe, c'est que il y a plusieurs bases officiellement, donc je pense quand on voit, il y a la base au Tchad, Djibouti, Côte d'Ivoire, Sénégal. Ça, c'est ce qu'on a officiellement. 4 bases. Et à côté de ça, vous avez il n'y a pas longtemps, on a chassé des Français au Mali, on a chassé au Niger, au Burkina Faso. Vous voyez donc, ils essaient de manière insidieuse d'installer des bases, mais qui ne sont pas des bases. Donc voilà. Mais celles dont je parle, ce sont des bases permanentes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, quand vous arrivez à l'aéroport, quand vous sortez de l'avion, à moins de 500 mètres de l'aéroport, vous avez la base, le 43e Bima, la base d'infanterie, marine, etc. Voilà, qui est là. Donc vous l'avez. Et donc ces bases-là ont pour objectif que la France ait le regard sur les pays africains, alors que le même général de Gaulle ne voulait pas qu'il y ait des bases européennes, notamment les bases américaines. Voilà. Dans le dernier chapitre de la trahison du général de Gaulle, on peut lire « Le néocolonialisme France-Afrique ne fut pas créé par le président de la Côte d'Ivoire Houphouët-Boigny, comme on a souvent tenté de nous faire croire. La France-Afrique
ne vit-elle pas ces dernières années, M. Tapé? Écoutez, ce n'est pas des choses qui se décrètent. Parce que si c'est que ça se décrète il y a longtemps, bon, de manière malicieuse, si nous prenons les 4 derniers présidents français, à commencer par Nicolas Sarkozy, François Hollande, Macron, chacun d'entre eux, quand il vient, il dit c'est la fin de la France-Afrique. Nous, Dieu vient, etc. Mais ça survit toujours. Parce que c'est un système créé par De Gaulle, dont l'objectif c'est d'exploiter et de dominer, d'exproprier les Africains de leurs ressources et de tout ce qui leur appartient. À commencer par la question de la souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté des Africains leur était arrachée. Par exemple, je prends un exemple. À l'ONU, la France parlait au nom des pays africains. Ça veut dire qu'en termes de diplomatie, c'est la même chose. En termes d'attaque, quand vous avez, au niveau de la défense, on a parlé tout à l'heure des bases militaires, la France se donnait ce droit-là d'être celle qui devait défendre l'Afrique. Mais en même temps, dans ce système-là, c'est elle qui pouvait organiser la déstabilisation des pays africains. Donc, le système de la France-Afrique, vous savez, il y a le film de Patrice Benquet sur la France-Afrique, et que tout le monde peut voir, qui est sorti en 2010. Dans ce truc-là, vous voyez que chaque chef d'État à l'époque était censé prendre l'argent de son peuple pour financer la campagne des chefs d'État français qui devaient venir. De telle sorte que si celui-là vient, il puisse t'amener l'ascenseur, tu peux durer le plus longtemps au pouvoir. Donc les gens l'ont fait. Vous voyez que donc c'est un système mafieux dans lequel les populations africaines étaient exclues et que malgré le dur labeur des Africains, tout cela n'était jamais récompensé parce qu'il fallait simplement récompenser l'élite, la petite élite qui s'était africaine, qui s'était occidentalisée et qui vivait, comment on appelle, de connivence avec les dirigeants européens, notamment français. Et voilà un peu le système dans lequel nous étions trempés. Maintenant, dire que la France-Afrique vit ces derniers moments, mais je pense qu'il y a Hamzat Boukari qui a signé la préface de mon livre, a écrit avant moi un livre, L'Empire qui refuse de mourir. Donc je pense que c'est un empire qui se mue, mais qu'il faut, nous avons, toute modestie mise à part, essayer de donner les contours, comment ça se passe, et donner quelques pistes. C'est d'ailleurs pour ça le chapitre 12, c'est la prospective dont nous donnons des pistes, comment faire, ce qu'il faut faire pour que on puisse s'en sortir. Ce sont des propositions que qui ne disons pas que c'est la vérité suisse, mais à partir de ce que nous voyons, nous disons ça. Donc voilà, je pense que si nous faisons ça et que nous collaborons, nous pourrons peut-être avancer, mais on espère que, même si nous ne voyons pas ça de notre vivant, et que nos enfants ne continuent plus de subir ce monstre, cette mafia qui gouverne les pays dits africains francophones. C'est un livre que je vous recommande d'acheter et de lire, parce que moi, dans ce livre, j'ai retenu, pour la fin de cette émission, le néocolonialisme, un système dans lequel les États africains, théoriquement indépendants, possèdent tous les insignes de la souveraineté sur le plan international, mais en réalité, leur économie et par conséquent, leurs politiques sont manipulées de l'extérieur. Et De Gaulle trahit l'Afrique. Je vous recommande de l'acheter. C'est ici que s'achève cette émission de Pensée de l'écrivain. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de Pensée de l'écrivain. À très bientôt.